Yeah, Omega Supreme, aka The Numbers Guy. Men lie, women lie, numbers don't. Let's get it. Bienvenue à 2 Minute Warning, le show qui combine le sport et la culture urbaine. Aujourd'hui, on va commencer avec notre segment Iced Out NHL. Parce que le Canadien de Montréal est en feu. Vous savez, vous l'avez entendu en premier, 2 Minute Warning, on vous a dit, ça sent la coupe. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Le Canadien est juste à 1 point des playoffs. On n'a pas fait les playoffs depuis 2021. Ça fait 4 ans que le Canadien, 4 ans de suite que l'on souffre, 4 ans de suite qu'au temps des playoffs, le Bell Center est vide. On se croirait au Centre Eaton un mardi matin. Et maintenant, les jeunes Canadiens, l'équipe est en feu, ça roule et on commence à y croire. Il faut y croire. On vous avait dit que le Canadien de Montréal, ça allait changer, qu'on avait la meilleure jeune équipe dans la ligue. Et les jeunes, eh ben, ils balancent la sauce. Ils commencent à vraiment représenter cette année. Et on est à 1 point des playoffs. Et le dernier match qu'on a joué, c'était contre les defending champ Florida Panthers. Et vous savez quoi? On les a battus à la maison. 3-1. Ils viennent de gagner la Coupe Stanley. Ils ont battu Connor McDavid en finale. Et les Canadiens se sont payés la traite avec eux cette fin de semaine. On a beaucoup de jeunes Habs qui sont en veille d'avoir des saisons absolument faramineuses. On commence avec, bien sûr, le capitaine, Nick Suzuki, en 69 points, 20 buts en 66 matchs. C'est plus que 1 point par match. Et le dernier Hab qui a marqué 80 points au plus, si vous ne savez pas, on joue 82 games dans la NHL. Et la dernière fois qu'un joueur du CH a marqué 80 points au plus, c'était qui? C'était Kovalev. Et vous savez, c'était quand? C'était en 2008. La moitié des gens qui nous écoutent n'étaient même pas nés. Vous étiez en coach, vous alliez au primaire. Et aujourd'hui, on a Nick Suzuki, le capitaine, qui s'aligne avec 69 points en 66 matchs. Il s'aligne vers être le premier joueur du Canadien qui va marquer plus de 80 points. C'est absolument extraordinaire. On félicite le capitaine, on est derrière lui. Mais il n'est pas tout seul. Qu'est-ce qui se passe? On a aussi Cole Caulfield, qui maintenant a 33 buts en 66 matchs. Et il s'approche d'un record qui est vénéré chez le Canadien. Le dernier joueur du Canadien à marquer 40 buts en une saison, c'est bien sûr l'immortel Vincent Danfos. Et Caulfield a 33 buts, il nous reste une quinzaine ou 16 ou 17 matchs dans la saison. On espère qu'à 33 buts, il va pouvoir se rendre et briser ce record de 40 buts et être le premier joueur de Canadien depuis Vincent Danfos à marquer 40 buts en une saison. Faut qu'on parle quand même de Slafkovsky. Slafkovsky, il faut que j'avoue, j'ai eu un peu de misère avec lui. C'était le first overall pick. Mais il commence à se réveiller cette année. Slafkovsky, il a 41 points, 14 buts, 28 assists en 63 matchs. Le jeune commence à montrer pourquoi c'est un colosse de 6 pieds 5. Il peut jouer le wing, il peut jouer au centre. Et Slafkovsky, il commence à produire. Ce gros shout-out aux jeunes Canadiens qui produisent. Mais on ne peut pas parler des jeunes Canadiens sans parler de Lane motherfucking Hudson. Lane Hudson, là, il a battu un autre record absolument incroyable. C'est le défenseur du Canadien le plus rapide à arriver à 50 points. Il l'a fait en 63 matchs, alors que l'illustre, je répète, l'illustre Chris Chelios l'a fait en 66. Je répète, Lane Hudson a battu le record de points pour un défenseur du Canadien le plus vite à arriver à 50 points. Et il a battu Hall of Famer Chris Chelios. Put some respect on his name. Donc avec Slafkovsky qui se réveille, avec Suzuki qui s'en va vers une saison historique qu'on n'a pas vue depuis 2008, avec le jeune Caulfield qui s'en va vers un marqueur de 40 buts, vous savez quoi? Vous savez quoi, l'audience de 2 Minute Warning? Ça sent la coupe! On est prêt, on est là, je vous le dis et je vous le garantis. Dans les 3 prochaines années, 2025, 2026, 2027, le Canadien de Montréal gagne une Coupe Stanley. You know where you heard it first. On est le seul show in town. Il n'y a plus d'équipe au Québec. Et tu sais quoi? Québec City, ils n'auront jamais leur équipe. Ils ont battu un stade et ils ont bâti un stade pour faire des shows de Metallica. Il n'y a plus de hockey qui joue là-bas. Il n'y a pas de patins qui s'aiguisent. Ça joue du Metallica, ça joue du Rage Against the Machine. Il n'y aura plus jamais d'équipe à Québec. Votre chien est mort, Québec. Les Nordiques ne reviennent plus. C'est terminé. On s'en calisse. Il n'y a qu'un seul show en ville, c'est les Canadiens de Montréal. Et le Canadien de Montréal va gagner un championnat de la Coupe Stanley dans les 3 prochaines années. So go, Habs, go! Et c'est tout pour notre segment Ice Tout.
on arrive à notre deuxième segment qui est Ballin'. Shout out à Jim Jones qui vient de sortir un album d'anthologie. On disait qu'il était terminé. On disait que Jim Jones se faisait insulter par Cameron. Mais Jim Jones, il a ressorti un album. Allez l'écouter, ça vaut vraiment le détour. Mais aujourd'hui, on va parler de Ballin' de la NBA et on va parler des Dallas Mavericks. Les Dallas Mavericks, on le sait tous, ils ont échangé dans un des échanges les plus louches de l'histoire. Un échange qui est pire que les échanges de prisonniers entre les Palestiniens et les Israéliens. Un échange qui est plus louche que les échanges de prisonniers entre la Corée et les États-Unis. Ils ont échangé Luka Doncic, le Slovène, qui fume la hookah et qui boit peut-être de la bière et qui pèse peut-être 300 livres. Pour les Mavericks, ils ont échangé Anthony Davis, qui bien sûr, immédiatement est blessé. Mais la catastrophe ne s'arrête pas là. Les Mavericks perdent aussi Kyrie Irving. Oui, comment on appelle ça? Le pretendian. L'Indien, noir, on n'est pas sûr il est quoi, mais en tout cas, il porte des plumes dans les oreilles, il fait plein de choses et c'est un très bon baller, mais il est blessé lui aussi. Et les Mavericks, pourquoi on en parle maintenant? C'est parce qu'après avoir échangé le franchise player Luka Doncic, les Mavericks, ils ont demandé une extension pour cause de blessure. Mais quelle honte! Vous échangez pour le joueur le plus blessé de l'histoire de la NBA, Anthony Davis. Il se blesse. Il amène son curse à Kyrie Irving qui se blesse et plein d'autres se blessent. Et maintenant, les Mavericks se retrouvent avec 8 joueurs éligibles à être habillés par jour. Pour ceux qui ne savent pas, le basket, ça se joue à 5. Donc, tu as 5 joueurs et 3 remplaçants pour des matchs de 48 minutes. C'est la honte, c'est le pire échange de l'histoire. Et les Mavericks se retrouvent dans les news. Ils demandent une extension à la NBA directement pour avoir plus de joueurs, pouvoir aller signer des joueurs de G-League et ainsi de suite. On va voir comment ça se développe. Mais en tout cas, c'est une véritable catastrophe. C'est cataclysmique cet échange. En plus de ça, les Mavericks, ils sont encore une fois sur les news parce que maintenant, ils commencent à paniquer. Ils avaient Luka qui a 25 ans. Ils l'ont échangé. Et vous savez qui ils veulent chercher dans l'off-season? À tout prix, ils disent KD. Yes, you heard it first. Kevin Durant. Les Mavericks qui avaient le meilleur wing en dessous de 25 ans dans leur équipe, qui pouvaient le signer à un long-term contract et l'avoir jusque dans sa trentaine, ils vont chercher KD, qui est maintenant, il faut l'avouer, sur les fumes. KD a été un grand joueur. KD est venu à Golden State et il a mis tout le monde d'accord. Il a shut down King James à lui tout seul. Il a remporté les championnats de la NBA avec les Golden State Warriors. Mais ensuite, il a pris une décision super louche. Il est parti voir les Brooklyn Nets. Il a dit, moi, je veux jouer avec Kyrie. Moi, je veux jouer à New York. Mais au lieu de jouer pour mes Knicks, mes Knickerbockers de New York, il est parti jouer pour les Nets. Et le résultat a été la catastrophe. Le plus proche qu'il est arrivé, c'est l'année où Giannis a gagné un championnat et il a terminé avec son pied sur la ligne et ils ont perdu de Game 6 contre les Bucks qui éventuellement sont devenus les champions. Mais KD maintenant, les Mavericks le veulent. Je répète, les Mavericks avaient Luka Doncic qui a moins de 25 ans. Ils étaient prêts à le signer jusqu'à la trentaine, mais ils ont dit qu'il était trop gros, qu'il fumait de la hookah, qu'il buvait de la bière, et ils ont refusé de le signer. Et maintenant, ils veulent signer Kevin Durant, le gars qui n'a pas eu un fresh fade depuis 2007. Et maintenant, ça marche plus. Il marche plus comme ça. Et quand on parle de Kevin Durant, il faut parler du match de ce week-end. Moi, écoute, je dis, ça fait longtemps que la NBA est unwatchable. Mais là, je me suis dit, bon, il y a Luka. LeBron est blessé, mais j'aimerais quand même voir de quoi a l'air Luka avec les Lakers. Et il jouait ce week-end contre les Suns de Kevin Durant. Et c'était un match de la honte. Les Suns ont perdu de manière embarrassante 107-96 contre les Lakers. On a eu un match d'anthologie, encore une fois, de Luka Doncic qui pèse peut-être 320 livres, personne ne le sait. 33 points, 11 rebonds, 8 assists, très proche du triple-double. Je vous avais dit que Luka et LeBron, c'est des triple-double machines. Il y a eu en face de lui, sans LeBron, KD a marqué juste 21 points. Booker a marqué 19 points. Et il faut parler des Suns, il faut parler de KD. C'est des gentils. Ils font rien, ça n'a pas de faveur, ça n'a pas de flavor, c'est comme du flan, c'est mou, c'est du yaourt nature. Les Suns, KD ne fait plus peur à personne. Le meilleur scoreur de tous les temps qu'on disait. Un des all-time great, un des all-time GOAT. KD, il n'est plus là. Et maintenant, les Mavericks se retrouvent pour seul espoir dans le off-season d'aller signer Kevin Durant, 35. C'est absolument incroyable. Mais quelle déception. Mais comment tu arrives à avoir un club qui était dans les NBA Finals il n'y a pas si longtemps? Tu perds ton joueur de franchise et maintenant tu vas chercher une personne qui est bientôt en fin de carrière.
KD avait une chance de ramener les Suns qui sont 19e au championnat. Je répète, KD qu'on appelait un GOAT, qu'on disait qu'il était dans le GOAT debate, il est 19e dans la NBA. Il fallait absolument qu'ils battent les Lakers. Ils se sont fait embarrasser par les Lakers qui leur ont donné une beauté. Donc, les Mavericks, c'est la S. KD, c'est la S. Luka Doncic, il a l'air très heureux. Il a même perdu du poids. Il est en bonne forme avec les Lakers. Et la NBA, ça reste très louche. Il va falloir qu'on découvre comment est-ce que Luka s'est retrouvé avec LeBron. C'est extrêmement louche. Vous n'êtes pas une ligue sérieuse. Arrêtez de rancer. Comment ça, vous échangez vos meilleurs joueurs dans leur prime au plus gros club que vous avez et vous dites que c'est quelque chose de complètement normal. Et en continuant de parler de bowling, il faut que je parle de l'ami partenaire Joe Budden. Joe Budden a décidé d'aller jouer au basketball avec son clique du podcast. Ils ont loué un gym et puis ils ont filmé la patente. Et puis, il y avait des Hall of Famers. On parle de Carmelo Anthony qui ont fait un commentaire live sur le footage. Le footage c'était une hallucination. Joe Budden, la première chose, il a un ventre comme un papa congolais. Il a un ventre de papa africain, là. La bedaine dure, très dure, mon ami. Un espèce de BBL. En tout cas, il est shape. La shape est pas shape, bro. La shape est vraiment pas shape. C'est catastrophique, son affaire. Et Joe Budden, il est là, en train de faire des moves, en train de faire des step back. Il a même essayé un alley-oop off the backboard. Mais il a la vertical leap de Angel Reese. Il peut pas sauter plus que 3 pouces. Les gars, je comprends que vous avez encore l'amour du basket. Je comprends que vous pensez que vous étiez nice au high school, mais respectez-vous, s'il vous plaît. Ressaisissez-vous. Joe Budden, tu peux pas rentrer dans un gym, faire le footage, et que Carmelo Anthony, tu faisais même le jab set, le triple threat move de Carmelo Anthony, je n'en reconnaissais pas mes yeux. Joe Budden, avec sa bedaine de papa africain, de tonton africain, en train de faire des jab steps, mais c'était une hallucination. So, parfois, guys, you gotta let it go. Parfois, il faut juste accepter que time is undefeated, que ton temps était à un certain moment et qu'aujourd'hui, il est venu le temps d'aller s'entraîner, d'aller rester en shape, d'éviter d'avoir le diabète au lieu de faire un foot toi-même sur le footage. Donc, c'est tout pour notre segment Ballin' NBA. Ensuite, il faut qu'on parle quand même du NCAA Tournament, Men's Tournament, qui va commencer ce vendredi. On est pumped up. Moi, mon club préféré, c'est les Michigan Wolverines, qui ont gagné le Big Ten Championship et qui, bien sûr, sont dans le tournoi. On va pas s'attarder sur toutes les match-ups qui se passent. On va parler des 4 premiers seeds. Les 4 seeds sont Duke avec White Jesus. Cooper Flagg, vous savez, vous en avez entendu parler, ça va être le premier choix de la draft l'année prochaine. Cooper Flagg, il joue pour Duke, ils sont number 1 seed. Florida, on va revenir sur eux tantôt. Houston et Auburn. Ça, c'est les 4 premiers seeds. Donc, si on regarde un peu, on a bien sûr Duke du SEC, grosse conférence. Florida du SEC. Le SEC est absolument incroyable. Le SEC, pour ceux qui ne savent pas, c'est Southeastern Conference. C'est beaucoup connu pour le football, mais au basket, c'est très lit cette année. Sur 16 équipes dans la conférence, il y en a 14 qui ont fait le NCAA Tournament. Je répète, 16 équipes dans la conférence, 14 sur 64 viennent de la même conférence. Et Florida a gagné cette conférence. J'ai vu le match live. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, Florida, ils ont un Québécois de 7 pieds 15 qui va jouer l'année prochaine. Un jeune Québécois qui va donc embarquer dans cette équipe de Florida. Auburn, c'est le number 1 seed overall. C'est la meilleure équipe, le number 1 team dans le NCAA. C'est les Auburn Tigers, qui aussi viennent du SEC. Et on a finalement l'équipe de Houston. Les Houston, c'est une équipe légendaire. Les gens ne savent pas, c'est l'équipe où on parle du Phi Slama Jama, où il y avait Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler, et je ne me rappelle plus c'était qui le troisième. En tout cas, c'était une équipe absolument légendaire. Donc, Houston est de retour au top level. Il n'y a pas juste le Sixth God qui est parti se réfugier à Houston. Il y a une nasty belle équipe de basketball là-bas. Mais maintenant, il faut parler des odds. Parce que quand on parle du NCAA Championship, on veut 2 choses. On veut les upsets et on veut qui est les favoris. Upset alert. Numbers Guy, il y a 2 matchs pour vous. Les gars, là, partenaires, ceux qui jouent en ligne, ceux qui like to bet on basketball, take down those names. On a un match-up, BYU, Brigham Young University, où Steve Young est parti jouer
au football américain, qui est un descendant de Brigham Young, un des fondateurs de l'Église mormone. C'est une école de mormons, BYU, au Utah. Et il joue contre VCU. Si je me rappelle correctement, ils sont fameux parce que Charles Oakley est parti à l'école là-bas. Et ça, c'est mon first upset pick. BYU est 6 seed, VCU est 11 seed. Les Cougars qui ont battu l'Arizona, qui ont battu Iowa State, les Cougars de BYU, et ont rajouté une victoire contre les Cyclones de Iowa State au tournoi Big 12, ont gagné cette conférence. Cependant, VCU, qui est le underdog, qui est le 11e seed, ils ont gagné 18 de leurs 20 derniers matchs. They are on a tear. Et ce qu'il y a d'intéressant, pourquoi je l'ai choisi comme un upset dans le NCAA, c'est parce qu'ils ont les 5 meilleurs joueurs, c'est toutes des seniors. C'est toutes des gars qui sont en dernière année. C'est toutes des vétérans qui savent très très bien jouer sous la pression. Donc vous l'avez entendu en premier, the numbers guy is calling the upset. 6 seed against 11 seed. BYU Cougars contre VCU University. I'm calling une victoire de VCU. Mais on sait chaque année, les plus gros upsets depuis 23 ans, c'est le numéro 14 contre le numéro 3 seed. Il y a eu 23 upset de numéro 3 seed par des numéros 14 seed. Et your boy, the numbers guy, because men lie, women lie, numbers don't, and we get it over here. Il a trouvé, il vous colle tout de suite quel est le 14 seed qui va faire suer le seed numéro 3. On parle, bien sûr, de Wisconsin, de la Big Ten Conference avec Michigan, Michigan State et toutes ces grosses équipes-là, qui a terminé deuxième du tournoi Big Ten, qui est number 3 seed et qui joue contre l'Université de Montana. Je ne parle pas de Joe Montana, je parle de l'Université de Montana. Hannah Montana, pour les connaisseurs, ceux qui savent, qui aiment les Beckies et qui aiment de la poudre. Anyways, on va pas se faire démonétiser ici. Mais l'Université de Montana, ils sont 14 seed et ces gars-là sont très dangereux. Montana a accumulé 25 victoires sur le titre de la saison régulière dans le tournoi du Big Sky Conference. Deuxième upset, I'm calling here. Prenez vos notes, allez mettre votre argent si vous êtes des betters. Si vous ne bettez pas, on n'incite pas au pari, mais ceux qui parient déjà, qui sont des grands moons, qui ont au-dessus de 18 ans, prenez ça en note. On a parlé bien sûr de ce match, Montana contre Wisconsin. Wisconsin is number 3 seed. C'est les choke artists. Wisconsin, il n'y a que des patates et des petits blancs qui sautent pas très haut qui jouent là-bas. Et ils jouent contre Montana, Hannah Montana, qui sont prêts, qui sont sous ça, qui ont 25 victoires d'affilée. Et c'est mon upset pick. 14e seed contre 3e seed. Chaque année, il y en a quasiment un. Et ça fait 23 fois que le 3e seed perd contre le 14e seed. Et Wisconsin, partner, vous allez être le 24e. Maintenant, on va parler bien sûr des favoris. Parlons encore des bêtes. Comme on a dit, il y a 4 premiers seeds. Et le favori de ce NCAA Tournament, je les ai vus la semaine dernière, c'est bien sûr l'équipe de Floride. C'est les favoris du tournoi selon les betters. Je pense qu'ils ont une équipe très deep avec des forward pass, avec des gros forwards qui ramassent beaucoup de rebonds. Ils jouent très bien en équipe. Ils ont un backcourt qui est excellent aussi. Ils ont gagné la SEC, qui, je vous rappelle encore une fois, a amené 14 de leur équipe sur 16 dans le NCAA Tournament. Florida ont gagné le NCAA Tournament. Florida sont deep pause. Ils sont long pause et ils vont gagner le NCAA Tournament. C'est les favoris cette année. Bien sûr, on va faire un récapitulatif et les vraies prédictions dans 2 semaines quand on se rapproche du Final Four. Mais pour le moment, le favori du NCAA, c'est Florida. Je vous ai donné 2 upset picks. Thank me later. C'était tout pour notre segment Ballin' NCAA. Et maintenant, est venu le temps d'un de vos segments favoris. Vous savez de quoi je parle? Super Necessary. Et aujourd'hui, il est important, il est super necessary de parler de la visite absolument lunaire de Conor McGregor, le UFC fighter déchu, à la Maison-Blanche de Donald Trump. C'est officiel, cette administration, c'est un shit show, c'est un cirque. Aujourd'hui, c'était la Saint Patrick. Happy Saint Patrick pour tous les Irlandais, toute la communauté irlandaise de Montréal. Gros shout-out à eux autres. Et aujourd'hui, Donald Trump et son administration ont décidé que de tous les Irlandais du monde, il fallait qu'ils reçoivent à la Maison-Blanche Conor McGregor. Oui, le même gars qui s'est fait choke out par Khabib.
Le même gars qui a trouvé le stash de Hunter Biden, de poudre de Hannah Montana et qui est arrivé devant le podium de la Maison-Blanche en train de parler de géopolitique, mais perdu. Il avait l'air d'un Pookie d'Hochelaga. Il avait un beau soute. Il avait ses affaires comme d'habitude. Il a fait sa démarche de Conor McGregor avec ses mains puis tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut à la Maison-Blanche? Donald Trump, t'as perdu la tête. Toi, tu grabes le pussy. Lui aussi. Il vient de perdre une suite civile. Conor McGregor, il s'est fait poursuivre par une femme pour avoir grab the pussy. Et toi, tu le reçois. Et en plus, il y a l'attachée de presse de la Maison-Blanche, une belle blonde, que bien sûr, j'ai suivie sur IG maintenant pour des raisons de recherche. Elle dit qu'on ne pouvait pas recevoir une meilleure personne pour la Saint Patrick que Conor McGregor. Et Conor McGregor, mais c'est lunaire ce gars-là. Ce gars-là ne va plus jamais fight dans la NCAA parce qu'il a pris plus de stéroïdes que toutes les wrestlers de la WWE mis ensemble. Il ne va plus jamais passer de test stéroïdes de son histoire, il ne peut plus jamais fight dans la NCAA. Son cou fait la taille de mes cuisses, mais ça n'avait pas de sens. Sa tête a gonflé. Il a pris 3 tailles de hats. Ça me rappelle Barry Bonds back in the days. Vous savez que Barry Bonds, sa tête avait augmenté de 3 tailles de chapeau parce qu'il prenait tellement de stéroïdes. Et donc, tu as Conor McGregor, high out of his mind, sur le podium de la Maison-Blanche, en train de parler à quel point les États-Unis, c'est le Big Brother de l'Irlande. Les États-Unis, ils ont toujours eu notre back. Il commence à parler, il veut du ICE. Il veut arrêter les politiques migratoires en Irlande. Il dit qu'il y a il y a le grand remplacement chez les Irlandais et qu'il veut prendre les leçons de Trump. Il veut build a wall. Build a wall avec qui? Avec les UK? Avec Scotland? C'est quoi que tu parles? Il ne sait pas de quoi il parle. Il veut maintenant chasser les immigrants de l'Irlande. Il veut maintenant que le Big Brother américain vienne à la rescue de l'Irlande. Yo, t'as perdu ta tête. Et toi, Trump, partner, t'as gagné l'élection. Tu vas faire ton 2e mandat. Pourquoi tu rajoutes les bouffonneries sur bouffonneries? On a Elon Musk qui a perdu toute la valeur de Tesla. J'ai des actions de Tesla, je perds des grosses lames chaudes. Tu fais quoi, Elon Musk? Comment, toi ou tous les gens qui chauffent tes chars, les Tesla, c'est du monde de gauche, c'est du monde qui vote démocrate, c'est des soybeans, c'est du monde qui mange des soybeans, et toi tu t'en vas dans l'administration de Donald Trump, républicain. Tu rances. Et nous, les actionnaires de ta compagnie, faut qu'on regarde une dégringolade de 34% de ton stock. Tu te fous de notre gueule? T'as vu le prix du poulet au Super C, et en plus, il faut que nos actions valent rien. Donald Trump, tu parles de 51e État, commence par gérer tes États, commence par gérer ton stock market, commence par faire tes affaires. T'inquiète pas pour le 51e État, le Canada n'est même pas un pays. On est un 2 millions de la reine. Comment on peut devenir un État quand on n'est même pas un pays? Connard! So, finalement, Donald Trump, il est super necessary de parler de ton idée lunaire d'inviter coked out Conor McGregor à la Maison-Blanche. C'est du n'importe quoi, c'est un cirque, and that was it for super necessary. On va finir, normalement, comme vous savez, notre segment 2-minute warning, où on célèbre des jeunes Montréalais et Montréalaises, des jeunes Québécois et Québécoises qui font leur marque dans le monde du sport. Et aujourd'hui, il faut qu'on parle d'un jeune homme du nom de Maxime Martin Herrera. En cette journée de la Saint-Patrick, il est impossible de parler sport sans se tourner vers Maxime Martin Herrera. C'est un sprinter d'origine irlandaise qui n'a que 15 ans. Mais il a déjà fait tourner bien des têtes dans l'athlétisme québécois. Il est né à Dublin en Irlande. C'est le coureur du club d'athlétisme à l'Université de Laval. Et il a débarqué à la capitale en 2019. Donc il est au Québec depuis 6 ans. Pourquoi il est au Québec? Même s'il est né à Dublin, son père, Frédéric, est un Québécois exilé en Europe depuis 2 décennies. Donc, il se retrouve aujourd'hui avec un palmarès très impressionnant, le jeune homme. 35 médailles d'or et 3 titres provinciaux, incluant le 60 mètres, le 200 mètres et le relais 4 x 200 mètres. Il les a remportés sous le couleur du Club de Québec. Et en été 2023, il a fait tomber une marque vieille de quelques décennies en franchissant une distance de 150 mètres en 17,84 secondes. C'est la première personne de l'histoire du championnat d'athlétisme québécois à franchir la distance de 150 mètres en dessous de 18 secondes. Le kid a même pas encore 15 ans. Donc félicitations à lui, 2-minute warning. Et il disait qu'il était tellement content quand il a appris qu'il était le premier coureur à battre ce record en moins de 18 secondes. Il a débarqué en Beauce, en provenance du Mexique, son grand-père, en 1960. Et son grand-père, Omar Herrera, cache difficilement sa fierté de voir son petit-fils briller dans l'athlétisme québécois.
Il dit, et je quote, c'est quelque chose, parce que dans ma famille, il n'y a pas de sportif, note le patriarche originaire de l'État de Sinaloa, au nord de Puerto Vallarta, au Mexique, mais lui, y est quelque chose. Donc ça explique son nom, Maxime Martin Herrera, né à Dublin, vivant à Québec, 15 ans, 35 médailles d'or déjà. On va suivre avec hâte son avenir. Félicitations à toi and happy pause. Happy St. Patrick's Day à tous les Irlandais qui nous suivent. N'oubliez pas de suivre 2 Minute Warning sur la page d'IMS. Donnez la force, laissez des commentaires, like, share. Et merci encore. C'est tout pour notre épisode de 2 Minute Warning.